Bonsoir. Alors peut-être que ce que j'ai de plus simple et de plus important à vous dire ce soir, je peux vous le dire en une phrase. Simplement vous dire que les hommes politiques, le monde, pensent que les gens sont en retard ou ont dans leur tête des idées d'une crise très dure et dans laquelle qu'ils regardent comme ayant beaucoup de négativité. Et qu'ils pensent très fortement que le monde a une perspective assez négative, le futur est assez noir. Et beaucoup de choses leur indiquent ceci, ils ne le pensent pas pour rien, nos hommes politiques, ils le pensent parce qu'ils pensent que la crise a été dure. Et puis ils ont entendu parler, ils ont entendu dire que dans la tête des gens, ce qu'ils appellent les gens, le grand public, eh bien, il y a des choses extrêmement simples autour de la crise. Alors, c'est quoi toutes ces choses simples? C'est, première idée, la crise, de toute façon, est une crise qui est une crise lourde. Vous savez que maintenant, elle a plus de 5-6 ans derrière nous, elle est déjà là, loin, et pourtant, elle est toujours là. Car c'est vrai que les gens, aujourd'hui, continuent à dire obstinément qu'on est toujours dans la crise. Même si les businessmen, même si les hommes politiques ont dit, les économistes ont dit qu'elle s'était arrêtée, qu'elle avait recommencé, qu'elle s'était arrêtée, les gens n'ont pas vu qu'elle s'était arrêtée, qu'elle avait recommencé, qu'elle s'était arrêtée. Ils ont vu qu'elle était toujours là. Ils l'ont même appelée, ils ont même refusé de l'appeler une crise simplement financière. Parce que quand une crise est simplement financière, je ne dirais pas que c'est mieux, mais en tout cas, quand ça s'arrête, il n'y a plus de crise. Ils ne l'appellent pas financière et ils ne pensent pas qu'elle s'arrête. Ils l'appellent crise de société, ils l'appellent crise morale, ils l'appellent crise du capitalisme. Ils ont plusieurs noms pour dire tout ça, mais fondamentalement, ils veulent nous dire en tout cas qu'ils pensent que c'est une crise de société. Donc quand on pense ça, on a en effet des inquiétudes et on comprend que les hommes politiques pensent que dans leur tête, il y a beaucoup d'inquiétudes. Inquiétudes sur le futur, inquiétudes qui dans le monde ne se racontent pas de la même façon. Partout dans le monde, l'inquiétude du travail, du manque de travail, du chômage, pour les uns, pour les autres, est forte. Dans certains pays, l'inquiétude autour de la santé, les États-Unis très inquiets autour des thématiques de la santé. Dans d'autres pays, inquiétude devant la retraite, comment tout ça va se passer, inquiétude sur les perspectives du futur. Espèce de chose qui peut se transformer sur une angoisse, un souci de quotidien, un souci de vie, un manque de perspective, qui traduisent par une notion très simple. Le monde n'a plus ou a beaucoup moins de leadership. Ils sont 80% de la population des 15 plus grands pays du monde à le penser, 80%, et que le monde n'a pas de sens. Donc c'est vrai que quand on a toutes ces données-là, on comprend que les hommes politiques s'inquiètent pour les gens. Et pourtant, cette crise, les gens disent aussi autre chose, des choses très étonnantes. Ils disent que c'est bien qu'elle ait eu lieu. C'est bien qu'on en soit là. Et pourquoi ils pensent que c'est bien qu'on en soit là? Parce qu'ils pensent que le monde et son rythme peut-être méritaient de s'arrêter, peut-être méritaient de modifier le train ou le fonctionnement dans lequel il était parti, il s'était emballé, et que finalement cette crise permet de remettre les pendules à l'heure. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que finalement, dans leur tête, ce n'est pas si négatif que cela. Et pourquoi ne disent-ils pas que c'est aussi négatif? Eh bien, d'abord parce qu'ils pensent que la crise, elle provoque l'envie très forte du changement. Et les gens ont dans leur tête, et c'est probablement un des moments dans les 20-30 dernières années qu'on a vécu, où on a des indicateurs de demande de changement qui sont extrêmement fortes. Changer. Et changer pourquoi? Changer pour des choses qui pourraient paraître étonnantes, presque morales, car les mots des gens
ce sont des mots autour du meilleur, un monde meilleur. Alors, en règle générale, lorsque les crises ont lieu, lorsque les crises du passé ont eu lieu, on accusait les autres. On cherchait le monde, l'État, les financiers. On a accusé beaucoup de monde. Ce qui est intéressant dans cette crise, c'est que les gens disent très fortement qu'ils pensent qu'ils sont aussi responsables de cela. Et en tout cas, ils pensent qu'ils doivent prendre en main leur vie. Ils ne font plus tellement confiance en l'État. Ils ne font plus tellement confiance dans les politiques. Ils pensent que les entreprises, c'est pas mal, mais eux, c'est encore mieux que tout ça. Et quand on leur dit qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ils disent on doit modifier nos modes de vie. C'est des choses assez extraordinaires que les gens confirment même que probablement pour bouger le monde, c'est eux qui doivent se bouger. Et se bouger dans quel sens? Et là, on voit des modifications qui, pour moi qui travaille dans la publicité, qui travaille dans des entreprises, qui recommandent et qui donnent des conseils aux entreprises, changent complètement les perspectives dans lesquelles on travaille. Ils disent quoi? Ils disent que consommer plus exactement de la même façon. Non, il n'y a pas un rejet total de la consommation, mais il y a une mise à distance de la consommation. Consommer moins, ils trouvent ça intéressant. Comment est-ce qu'on relie le consommer moins à des choses très simples? Ils ont arrêté d'acheter certains types de produits qu'ils savent faire par eux-mêmes. Ils n'ont pas envie de continuer à acheter sur le même rythme. Ils font durer davantage ce qu'ils ont chez eux. Ils sont prêts à partager plutôt qu'à acheter, et les jeunes encore plus fortement. Ils achètent dans les périodes de solde en considérant que ce sont les périodes normales d'achat. On a modifié le regard sur le monde en modifiant cette vision de la consommation. Et quand on réfléchit, cette consommation qui avait apporté beaucoup de choses à un moment donné, parce qu'elle avait été libératoire à une époque, elle n'est plus pour eux libératoire, et c'est pour ça que le consommer moins leur apparaît la frugalité, la sobriété, sans excès, leur apparaît plus intéressante pour construire un monde dans le futur, un monde plus intéressant. Donc, on est sur des modifications, des positions, et quand on leur dit « et s'il n'y avait plus la crise et on vous proposait de revenir au monde d'avant », ils nous disent « c'est moins intéressant ». Donc, le moins consommé, ce n'est pas un pis-aller, mais probablement une idéologie qui leur semble plus intéressante aujourd'hui que l'idéologie précédente. Et là, si on réfléchit, on sait que les ressources vont être moins nombreuses. Et on sait que les gens et les humains ont une capacité immense à reconstruire le monde pour qu'il devienne intéressant. Dans ce monde où les ressources vont être moins nombreuses, les gens valorisent aussi le fait de consommer moins. Et ce regard-là, il est intéressant parce qu'il va se répandre un petit peu partout. Regardez, même pour vendre des univers, des choses comme le luxe, on ne peut plus le parler de la même façon. On ne peut plus le raconter de la même façon. Parce que les gens disent qu'avoir une attitude de vie simple est plus valorisé et plus valorisant que d'avoir une attitude de vie luxe. Donc, ce sont des vraies modifications dans la tête des gens, que l'on ne connaît pas assez, que les hommes politiques ne connaissent pas assez, que nos hommes d'entreprise ne connaissent pas assez et qui expriment une vraie modification de valeur. Consommer moins, sans aucun doute. Consommer mieux, c'est peut-être encore plus important pour eux. Regardez comment, aujourd'hui, on est de plus en plus intéressé par les choses qui réexpliquent qu'est-ce que l'on mange, quelle qualité, quels produits, d'où viennent les choses, quel est leur chemin, comment est-ce qu'on a construit un aliment, comment il s'est fait. Toute cette culture de la compréhension de l'alimentation si importante. Mais vous la retrouvez aussi sur cette culture de l'artisanat qui remonte. On parlait du luxe. Maintenant, aujourd'hui, on remonte quels sont les artisans qui font le luxe. Comment on fait des montres? Comment on fait de la sellerie? Comment est-ce qu'on coud le cuir? Des choses qu'on avait oubliées, comme si on voulait revenir à des choses plus fondamentales, plus simples. Les métiers,
la capacité finalement de construire un consommé de meilleure qualité. Ça est très fortement dans la tête des gens. Et ça ne peut pas être inintéressant. Consommer moins, consommer mieux, c'est plus intéressant que la période précédente. Et puis les choses vont encore plus loin. Les gens, aujourd'hui, considèrent que s'ils doivent modifier leur vie, ce n'est pas uniquement pour eux. Et ils nous parlent beaucoup d'environnement et de planète. Quand je discute avec les hommes politiques de ces points-là, on me dit « mais ça, c'est des paroles ». Non, ce n'est pas des paroles, ce sont des paroles et ce sont des comportements. Et ce sont des inquiétudes très fortes qui font que les gens disent qu'ils n'ont pas envie de continuer dans cette folie humaine qui pourrait abîmer la planète de leurs enfants. On parle de plus en plus d'une moralité qu'il est difficile d'entendre parce qu'elle ne nous arrange pas toujours, parce qu'elle n'arrange pas toujours nos entrepreneurs, parce qu'elle n'arrange pas toujours nos hommes politiques. Et ça, ce sont des enjeux et des mots extrêmement importants. Pour les entreprises, c'est une vraie modification. Est-ce que vous vous rendez compte que pour une publicitaire, il faut que j'explique des choses en tenant compte qu'ils veulent consommer moins, qu'ils veulent consommer mieux, qu'ils veulent voir les conséquences sur la planète et qu'ils veulent comprendre, au-delà d'un produit, quelle est l'entreprise qui est derrière et quel est son propre comportement. Aujourd'hui, quand on demande aux gens comment ils définissent une marque, ils nous disent deux choses. Petit 1, ils disent une marque, c'est quelqu'un qui fait de la qualité dans des produits, qui construit des produits. Donc une belle marque, c'est une marque qui d'abord fait des produits de qualité. Vous voyez qu'on revient sur des choses extrêmement simples, extrêmement concrètes. Puis la deuxième chose qui est dite, c'est qu'une belle marque, c'est une marque qui traite bien les gens avec qui elle travaille. Vous voyez bien qu'il ne nous parle plus des marques, mais qu'il nous parle de ce qu'il y a derrière les marques, à savoir les entreprises. Il parle du comportement des entreprises. Il parle de quelque chose qui est extraordinairement humain. Je ne pense pas que le futur soit triste. Lorsqu'on écoute les gens, qu'on veut bien passer du temps à entendre ce retour du moral, et je ne parle pas ni de la France ni de la Suisse, on trouve cette même évolution dans des pays comme la Chine, dont on a pensé que le miracle du développement allait les mettre dans l'état d'agitation, de la consommation dans lequel nous étions il y a quelques années. Oui et non. Oui, un peu plus fortement que nous, mais avec déjà des indicateurs de résistance qui montrent qu'ils insèrent eux aussi, ou qu'ils comprennent eux aussi, que le consommer moins, le consommer mieux, la qualité humaine, la façon dont on va gérer le futur et le calme qu'on doit apporter à la vie aujourd'hui pour créer un futur demain plus intéressant va être un élément clé. C'est pour ça que je me permets de dire que je crois que cette notion de crise, qui est une notion extrêmement importante, extrêmement intéressante, finalement, si on revient au sens premier du mot crise, crise, ça veut dire décision en grec, et je pense que les gens ont décidé que la crise avait du bon. Et ça, c'est pas trop mal pour nous tous. Merci.